Bonjour. Bonjour tout le monde. Bon, je vais parler aussi en français. C'est plus facile pour moi. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'un projet qui consiste à utiliser les techniques d'immersion pour aider au traitement des phobies. C'est un projet qui est dans un early stage. On est vraiment au début, on est dans le stade de proof of concept. Donc, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas abouties. Mais voilà, le but de ce symposium, entre autres, c'est de créer des liens et d'ouvrir des passerelles avec des gens qui seraient peut-être intéressés. Alors, comme ça a été introduit, on est dans le contexte des phobies, donc il faut savoir que c'est un phénomène qui est vraiment important. Les pourcentages des gens qui sont atteints de phobies sont impressionnants, contrairement à ce qu'on pense. Ce n'est pas vraiment des cas isolés. Il y a certaines phobies où le pourcentage il arrive jusqu'à 30-40% de la population. Ça, par exemple, ce sont des stats des principales phobies aux États-Unis. Mais si on calcule le tout, ça donne vraiment des millions de gens. Et bien sûr, notre idée, ce n'est pas de traiter la peur. Hein. La peur est un sentiment normal chez tous les gens, mais la phobie, c'est lorsque la peur devient handicapante ou lorsqu'elle cause des dégâts ou des conséquences néfastes au niveau de votre productivité, de votre vie ou de votre travail. Et c'est à ce moment-là qu'on parle de phobie et qu'on parle de nécessité de traitement. Alors, je ne suis pas ni psychologue, ni psychiatre, ni spécialiste, mais en tout cas, les études qu'on a faites et les discussions qu'on a menées, ils ont montré qu'une des approches efficace pour le traitement des phobies, c'est de mettre le patient ou le sujet devant sa peur et d'essayer de lui apprendre à maîtriser cette peur, à faire face, à la rationaliser, d'accord, en le mettant dans des situations qu'on appelle des situations phobiques. Bien sûr, avec un processus de base qui est la progression. Donc, on ne va pas venir à quelqu'un qui a le vertige et on va le mettre dans un ballon dès la première journée, mais on va faire une progression de difficulté. Donc, c'est une approche qui est vraiment testée, approuvée et qui a fait ses preuves, et on arrive à avoir des résultats vraiment tangibles en utilisant ce processus. Alors, bien sûr, le problème de cette thérapie-là, c'est que parfois elle est difficile à réaliser. Vous imaginez quelqu'un qui a peur des serpents, on ne va pas lui amener chaque jour un serpent pour qu'il s'entraîne avec. Donc, il y a des situations qui sont difficiles à reproduire et c'est à ce moment-là que la technologie, elle peut nous aider, elle peut venir apporter des solutions dans le sens où on peut immerger le patient dans une situation phobique sans avoir besoin de reproduire donc, cette situation phobique réelle. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est surtout avoir ce qu'on appelle des outils d'immersion qui vont permettre aux patients de vivre donc, la situation phobique, d'accord. Et bien sûr, en général, les solutions qu'on trouve, parce qu'on n'est pas en train d'innover dans ce domaine, vous allez voir là où on va amener de l'innovation, mais jusque-là, ce sont des choses qui ont été testées. Il y a beaucoup de publications qui ont été faites sur des environnements qui permettent de mettre le patient donc, en immersion face à sa peur et d'avoir ce qu'on appelle des outils de suivi, de monitoring, qui permettent aux thérapeutes, bien sûr, de piloter la séance, parce que même en immersion, il faut toujours que ce soit le thérapeute qui maîtrise un petit peu la situation et qui guide, même si on commence déjà à réfléchir à des scénarios un petit peu d'entraînement, en auto-entraînement, en personnel, mais ça c'est une extension qui peut venir, il y a beaucoup de précautions à prendre si on veut aller dans ce sens-là. Alors, nous, notre objectif, c'était de développer donc, un tel environnement d'immersion qui permet justement donc, d'aider les patients à traiter leur phobie. Et on a été confronté à 3 challenges que je vais citer. Le premier challenge, c'est un challenge conceptuel, dans le sens que jusqu'à maintenant, on a trouvé beaucoup de solutions qui ont été développées, mais en général, ce sont des solutions dédiées à une phobie particulière. Parce qu'il faut savoir que développer un environnement immersif, c'est un développement lourd en termes d'environnement 3D, de manipulation des objets, d'animation et tout ça. Donc, en général, on fait des choses sur mesure, d'accord, pour une phobie donnée. Et en général, on a
légèrement juste la possibilité de modifier quelques paramètres, mais on n'a pas la possibilité de tuner ou de paramétrer des scénarios spécifiques à chaque patient. Et les discussions qu'on a eues avec les thérapeutes, ils montrent que ça, c'est très important de faire ce qu'on appelle du sur-mesure selon le patient, selon le sujet. Et donc, notre objectif, c'était de développer un environnement où le thérapeute, il peut développer des scénarios et des sessions avec une progression, avec des modifications. Ça veut dire qu'il peut changer ce qu'on appelle, nous, l'environnement phobique. Il peut changer les objets phobiques, il peut changer leurs attributs, leur behavior. Et donc, nous, on a été traiter le problème avec une approche générique, non pas en développant un scénario ou une application, mais en développant un environnement qui permet aux thérapeutes, avec l'aide de techniciens initialement, de développer beaucoup de sessions et d'attaquer beaucoup de phobies avec un minimum de redéveloppement et en maximisant donc la réutilisabilité et l'extensibilité de l'environnement. Ça, si je peux me permettre, c'est la plus grande innovation qu'on est en train d'amener, c'est de créer un outil auteur et non pas de créer un outil figé dédié à une phobie. Le deuxième challenge, c'est bien sûr le challenge technique. Ce n'est pas évident, comme vous savez, de développer déjà un environnement immersif. Nous, en plus, ce qu'on souhaite, c'est avoir une maximisation de l'immersion. Donc, ce qu'on utilise, c'est les casques d'immersion de 3D. On utilise aussi, par exemple, la Kinect pour la détection des mouvements des patients parce qu'on aimerait que le sujet soit actif et qu'il soit mobile lors des sessions. Parce que parfois, la phobie, elle consiste à s'approcher de quelque chose, toucher quelque chose. Et on a aussi donc on utilise la lip motion, ça c'est pour tout ce qui est détection des mouvements fins des mains. C'est une technologie qui permet de faire de la gesture detection, donc détection des gestes, surtout au niveau des mains. Et on a la possibilité de l'intégrer dans le casque de réalité virtuelle. Vous avez la démo dans l'autre salle l'après-midi et demain, vous pouvez aller voir. Donc, faire fonctionner tout ça ensemble avec le jeu et avec l'intelligence du jeu, c'est un challenge technique important. Le troisième challenge, parce qu'on est quand même dans un symposium sur les serious games, c'est la gamification de tout ça. Et là, je dois vous dire qu'on est encore dans un early stage. Pourquoi? Parce qu'on a une sorte de dilemme. C'est qu'on sait très bien, et ça a été dit par la présentation d'avant, c'est que la gamification, elle permet souvent d'augmenter l'immersion, d'augmenter la motivation du sujet et donc de faciliter son progrès. Mais n'oublions pas qu'on est en train de traiter des phobies et le postulat de base quand on traite des phobies, c'est que les actions du sujet doivent être des actions conscientes parce que tant que ce n'est pas conscient, ça veut dire qu'il n'est pas guéri, il n'est pas en train, parce que si on lui fait oublier sa phobie, on n'a rien fait. Alors c'est vrai que ça contribue un petit peu à démystifier, à enlever un petit peu de cette peur a posteriori, mais sur le coup, il n'est pas encore guéri parce que la guérison, c'est lorsque il est capable de maîtriser sa phobie de manière consciente. Donc on a ce dilemme entre la gamification et le faire oublier un petit peu la réalité, mais on a besoin aussi de cette réalité parce que ça fait partie de la thérapie et on est en train de travailler sur des aspects de gamification qui ne lèsent ni un côté ni l'autre. Et là, on est encore on va dire en balbutiement, on n'est pas vraiment très bien avancé. Alors, l'état actuel de l'environnement, c'est qu'on a un prototype qui est fonctionnel avec des outils qui permettent donc la création des scénarios, qui permettent de personnaliser ce que nous on appelle la safe zone pour un patient. La safe zone, ça c'est quelque chose, c'est une zone 3D dans laquelle le patient, on va le téléporter là-bas à chaque fois qu'il y a un stress qui est trop élevé ou qu'il y a risque ou danger, par exemple, pour le patient. Par exemple, s'il est figé ou s'il n'arrive pas ou s'il a trop peur. Et donc, on va basculer directement de l'environnement phobique vers ce qu'on appelle, nous, une safe zone. C'est en général un endroit que lui, il a configuré. C'est là où il se sent bien, un bord de mer, chez soi, sa petite chambre. Donc, et pourquoi on tient à ce qu'il y ait un outil où le thérapeute il développe cette safe zone avec le patient? Parce que c'est très personnel. Il y a des gens qui vont se sentir à l'aise lorsqu'ils sont dans leur chambre, d'autres qui vont se sentir à l'aise lorsqu'ils se baladent dans une forêt. Et donc,
chaque thérapeute, avec chaque patient, il va définir la safe zone qui est adaptée à cette personne-là pour que ça soit son refuge. On a aussi les outils de monitoring qui permettent par exemple de détecter tout ce qui est paramètres physionomiques du patient et qui permettent parfois de couper la séance quand il y a par exemple des battements de cœur qui sont à déconseiller, ou bien quand il y a un niveau de transpiration qui est anormal, ou bien qu'il y a tremblement excessif du patient. Donc tout ça avec des techniques de capture d'image et tout ça, et avec aussi des capteurs. Mais on essaie d'éviter les capteurs parce qu'on veut que ça soit le moins intrusif possible. Donc tout ça, ça permet parfois de figer et justement d'envoyer le patient dans sa safe zone. Alors actuellement, je reviens à ce que j'ai dit, nous souhaitons développer non pas un scénario, mais plutôt un outil qui permet de traiter plusieurs phobies avec plusieurs scénarios. Et donc pour challenger un petit peu notre solution, on a tenu à traiter dès le départ, donc à considérer dès le départ 3 phobies. D'ailleurs, qui sont des phobies assez bien répandues. Hein. Donc, il y a la phobie des araignées, le vertige que tout le monde connaît, donc les hauteurs, et il y a la claustrophobie. Donc, vous voyez que ce sont 3 phobies qui sont d'ailleurs différentes, mais avec le modèle qu'on a proposé, donc on essaie de réutiliser dans le sens où, par exemple, un environnement comme par exemple une ville, cet environnement-là ou ce cadre-là, on peut l'utiliser aussi bien pour le vertige que pour la claustrophobie ou pour l'agoraphobie, par exemple, en changeant ce qu'on appelle les objets phobiques. Dans un sens, l'objet phobique, c'est l'ascenseur, c'est la plateforme qui va amener de la hauteur. Et dans un autre cas, c'est juste l'objet phobique qui va changer, qui va être la foule ou les bruits de foule, d'accord ? Tout en gardant le même contexte ou le même environnement phobique. Donc on essaie de traiter non pas une seule phobie, mais plusieurs, et de jouer sur l'incrustation ou la paramétrisation des objets phobiques dans ces environnements-là. Et actuellement, justement, on a quelques scénarios. Bien sûr, dans chaque phobie aussi, il n'y a pas un scénario figé, mais il y a une progression de scénarios, d'accord ? Avec, par exemple, dans un premier cas, le scénario, il est limité à des objets phobiques qui sont statiques, qui sont loin, et après on commence à s'approcher, on commence à ajouter de l'animation. Vous savez que pour quelqu'un qui est un accro, par exemple, il y a une grande différence entre avoir l'araignée à 10 mètres ou avoir l'araignée qui pendule juste devant ses yeux. Et après, le troisième cas, c'est qu'il arrive à caresser l'araignée. Mais bon, même moi qui n'ai pas phobique, je n'arriverai pas à le faire. Mais voilà, en tout cas, il y a toujours des progressions à faire. Et ça, c'est ce qu'on appelle, nous, les scénarios pour traiter une seule phobie. Et ça, c'est une des innovations ou des forces de cette solution qu'on est en train de développer, c'est cette généricité et ce développement. Alors, je vais terminer, bien sûr, par les perspectives, parce que, comme j'ai dit, l'objectif, c'est de voir s'il y a des gens qui sont intéressés par ce genre de projet, s'il y a des possibilités de collaboration. Alors, comme j'ai dit, on est en train actuellement dans une phase de gamification de nos scénarios phobiques. Et il faut trouver donc là les bons dosages et les bons mécanismes de gamification. Bien sûr, on est en train de travailler sur l'amélioration de l'immersion parce que plus on a une immersion de qualité, mieux on peut vivre la situation comme si c'était une situation réelle et donc l'effet sera plus percutant et plus productif. Alors on augmente l'immersion en reproduisant fidèlement donc les gestes, les déplacements du patient. Et ça, c'est pas évident. Donc, on a des technologies qui permettent de le faire en réalité. Mais par exemple, vous savez très bien que malgré tous les progrès qu'on a technologiques actuellement, il est encore difficile de simuler le déplacement d'une pièce, le toucher d'une pièce, sauf si on est équipé de beaucoup d'équipements haptiques. Mais ça, on ne peut pas l'avoir, sinon le patient il devient un robot et non pas un patient. Donc, c'est vraiment des challenges
pas facile à relever pour avoir une bonne immersion tout en ayant un niveau d'intrusion qui n'est pas énorme. Et on a aussi beaucoup de problèmes de performance parce que faire fonctionner tous ces outils-là sur des machines, même avec les cartes graphiques les plus performantes et même avec des RAM et des computers qui sont vraiment des bêtes de calcul qu'on a maintenant, même avec ça, on a vraiment des difficultés d'optimisation et de performance qu'il faut relever. Voilà, je vous remercie et si vous avez des questions, je suis là pour répondre. I think we have time for one question. No. One question. Une question? Of course, we all know that games use phobias like spiders. Why there are so many spiders in games? But is there a question? Oh. Where? Sorry. We are searching in reality the microphone. Bonjour. Est-ce que le développement de ce projet, j'imagine, se construit en partenariat avec des centres universitaires ou comme ça, je n'ai pas réussi à intégrer. C'est vrai qu'il y a cette dimension thérapeutique, soignante. Ouais. Alors, dans les règles de l'art, normalement, ça devrait être développé, bien sûr, en collaboration avec une équipe qui traite des psychiatres ou des psychologues spécialistes dans le domaine. Actuellement, on le fait, mais de manière, on va dire, personnelle. Ça veut dire qu'on a des contacts, on a des connaissances qui s'intéressent à ce projet-là. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que c'est un projet qui est vraiment au début. C'est juste un financement interne de l'école. On n'a pas un cadre de financement ou une collaboration avec une start-up. C'est ce qu'on est en train de chercher, ou une collaboration avec une équipe médicale ou avec un cabinet de traitement de phobie. Il y a vraiment du potentiel, mais nous, on a commencé ça vraiment comme des projets d'étudiants. Et après, ça a été élaboré petit à petit. Mais bon, la chance a fait qu'on connaît... pour certains étudiants et pour certains assistants qui ont collaboré au projet, ils ont une mère ou un oncle ou machin qui sont au Chiv ou au Hugues à Genève et on a discuté avec eux. Il y a aussi la littérature qui nous a beaucoup aidé parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont testé des choses, comme j'ai dit, sur des phobies spécifiques avec des résultats, les erreurs à ne pas faire, les choses avec lesquelles il faut faire attention. Donc on est en train de faire ça de manière personnelle, inofficielle, mais s'il y a après... des suites pour le projet, il faut bien sûr envisager ça. Je suis tout à fait d'accord. It's also one of the big problems to have these complex teams, you know? Because you have to work together really with different types of cultures, like science culture, research culture, technical cultures, and this is one of the really big challenges you have. So it's the game to find something and to reward everybody and to punish the persons that don't do it. Okay. Thank you, René. Thank you, everybody. So, after looking into our phobia, I can announce the person that asked the most of the questions in the last half hour, because he's also in He's also in this type of games. It's Dominic Correa, excuse me. And his talk is about how serious games can help first aid services. So we switch again to more the thing about training. So, it's okay? Okay. Merci.